Merci beaucoup pour cette très belle présentation, ça va me faire rougir. Alors je viens vous parler de cette révolte paysanne et j'avais choisi comme titre, un titre qui ne m'appartient pas vraiment, c'est le philosophe Robert Redeker qui l'avait évoqué dans un article du Figaro que je vous citerai abondamment tout à l'heure, c'est le soulèvement du peuple de la terre. Et ça change évidemment du simple soulèvement de la terre que l'on voit souvent dans quelques milieux, je dirais, plutôt d'ultra-gauche, etc. Là, il parle du peuple de la terre et on verra que ce peuple de la terre, c'est celui justement qui a beaucoup fait parler de lui et qui va sans doute faire encore pas mal parler de lui dans les jours prochains parce que c'est un peuple qui ne veut pas mourir, comme la France, elle, ne veut pas mourir. Et je dirais que ce peuple que l'on annonce toujours fini ou finissable, eh bien c'est comme la France, elle n'est ni finie ni finissable. Donc cette révolte, eh bien il faut le dire, elle concerne autant les agriculteurs conventionnels que les agriculteurs bio. Elle a réuni beaucoup les cultivateurs, les éleveurs, et c'est une révolte qui peut-être, est le commencement d'une lutte prolongée. En fait, on verra qu'elle ne vient pas de nulle part, cette révolte, qu'elle a évidemment de grandes raisons et qu'il est possible qu'elle donne naissance à une sorte de mouvement des gilets verts, d'une certaine manière, ou de bonnets jaunes, comme on les a vus pour les membres de la coordination rurale. Donc c'est cette formule du philosophe Robert Redeker qui va me servir de fil rouge de compréhension comme de proposition et d'action. Je verrai d'ailleurs les limites parfois de ce que l'on peut proposer dans le cadre politique. Et évidemment, le cadre républicain est un carcan plutôt qu'un cadre, et il faudra bien qu'on en sorte un jour. Donc, en tout cas, cet article qu'il a publié le 29 janvier, qui développe quelques grandes idées et réflexions qu'il nous est tout à fait loisible de reprendre. Je le verrai tout à l'heure, on a des échos qui vont retentir dans le cerveau, dans le cœur même de tous les royalistes maurassiens. Je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard. Quand il s'agit de Redeker, il a toujours eu... Il est un ancien maoïste, je crois, en tout cas marqué très à gauche, il est un lecteur attentif de Maurras et il ne cesse de le dire, ce qui lui vaut parfois quelques soucis, comme quoi. Et je vais essayer d'appliquer justement sur cette conférence la méthode chère à Maurras de l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur, je ne vais pas vous faire un cours dessus, je pense que c'est généralement, moi c'est le premier cercle d'études que j'ai eu à l'automne 1980 à Rennes, ça a été l'empirisme organisateur en présence de Jean Chollet et de Pierrot Philippot, que certains ont bien connus, deux fidèles camelots. Et donc cet empirisme organisateur, n'oublions pas, c'est le fait de tirer des leçons de l'histoire. Alors ça tombe bien, je suis historien, de tirer des leçons de l'histoire, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est d'ordonner aussi des réponses à cette histoire, à un moment donné, au problème d'aujourd'hui. L'empirisme organisateur est tout sauf une méthode figée. Et il n'y a de bon empirisme qu'organisateur. J'avais eu un petit débat là-dessus, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Pierre Boutan là-dessus, qui considérait que le mot empirisme suffisait largement. Je pense qu'il faut qu'il soit organisateur, ordonnateur quelque part, pour être véritablement efficient. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce texte de Redeker qui évoque la crise agricole, qui n'est pas seulement, pour lui, il n'est pas le seul à le dire, qui n'est pas seulement économique ou sociale, mais qui est aussi une crise éminemment politique, et même, allons plus loin, une crise de civilisation. C'est quelque chose qui commence à revenir d'ailleurs en boucle depuis cet article de Redeker, cette idée que, eh bien, il n'y a pas que la question sociale ou économique dans cette révolte agricole, contrairement à ce que voudrait nous faire croire par exemple la FNSEA, mais il y a sans doute des questions beaucoup plus politiques, peut-être même institutionnelles, et en tout cas de civilisation, et en tout cas, eh bien, ça sera peut-être l'occasion pour les royalistes maurassiens de rappeler le politique d'abord comme moyen, ce n'est pas la fin. La fin, justement, c'est de permettre à la civilisation française de perdurer, de durer et de se renouveler éventuellement. Et c'est sans doute d'ailleurs, au-delà de la crise elle-même, c'est sans doute le moyen politique de préparer un renouveau agricole français qui est tout à fait possible, même si aujourd'hui, évidemment, on semble croire que la métropolisation pourrait l'emporter partout,
On a vu en 2020 que la Covid-19 avait remis en cause certaines certitudes et confirmé certaines de nos appréhensions. Alors, quelles sont les raisons les plus visibles de la crise agricole actuelle? En fait, on parle de crise, mais il n'est pas certain que ce soit une crise agricole en tant que telle. C'est plutôt la suite d'un processus. C'est le processus de la mondialisation, c'est le processus de la libéralisation, d'une certaine manière. C'est un processus, on va dire, assez globalitaire, c'est-à-dire qu'il enferme toute réflexion et tous les peuples dans une espèce de globe dont il serait presque impossible de sortir. On pourrait le voir en référence on pourrait le voir aussi en référence à la fameuse grande bulle élastique de McGowan dans Le Prisonnier. Le globalitarisme, juste une petite remarque, c'est un terme qui est né dans les milieux royalistes. Les royalistes, l'Action française, on dit souvent, ils ne sont pas nombreux, etc. Ils font beaucoup de bruit, etc. Ils collent des autocollants, des affiches, ils font des graffitis, mais en plus, ils réfléchissent. Et le terme de globalitarisme est né, je l'avoue, dans notre petit cercle rennais, etc. Au moment de la chute du mur de Berlin, on cherchait quelque chose pour signifier ce que nous sentions déjà venir, cette espèce de nouvel ordre mondial, c'était d'ailleurs le terme qu'il y avait, nouvel ordre global, quelque part, auquel il serait difficile d'échapper parce que c'est une forme de totalitarisme sirupeux, je dirais très doucereux, etc. Et qui semble être, je dirais, l'inéluctable sens de l'histoire. En fait, les libéraux ont repris le sens de l'histoire des marxistes quelque part, en considérant que la fin de l'histoire, c'était ce monde, ce globe unifié autour des grandes idées libérales, démocratiques, à l'anglo-saxonne bien évidemment. Donc je referme la parenthèse, mais en fait, ce que nous voyons, cette crise, c'est en fait rien d'autre que ce déroulement logique, tragique, d'un processus globalitaire que l'on part du nom de mondialisation libérale ou néolibéral, même si on pourrait discuter d'ailleurs de ces termes, et qui existe déjà depuis fort longtemps. C'est un mouvement dont nous voyons les effets en agriculture après les avoir subis dans le monde industriel. Il y a une remarque d'un journaliste ou essayiste il y a quelques semaines qui était frappé du coin du bon sens. Il disait « Nous avons connu la désindustrialisation parce que, soi-disant, on allait vendre des Airbus aux Chinois, donc on acceptait qu'ils nous produisent tout ce qui était textile, etc. Et on a tué tout notre textile français. Et maintenant, les Chinois font leur propre, entre guillemets, Airbus. Ils ont les moyens de nous remplacer. Et aujourd'hui, on assiste donc à un phénomène de alors, compliqué à dire, comme vous voyez, désagricolisation. Ce terme, qui pour l'instant apparaît bien barbare, je suis bien certain qu'on va l'entendre et le réentendre dans les années prochaines, comme une espèce de mouvement qui, c'est triste, mais on n'y peut rien, alors continuons à regarder les choses tomber. Eh bien, les royalistes maurassiens sont des gens qui ne regardent pas les choses tomber, qui ont tendance à vouloir relever ce qui doit l'être, évidemment, et faire tomber d'autres choses qui doivent, évidemment, tomber. C'est un mouvement, ce mouvement de désagricolisation, qui a commencé il y a déjà bien longtemps. Sans doute dès ou un peu après ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, que désormais on appelle plutôt les 30 ravageuses, et au niveau de la France, c'est un peu comme cela qu'on pourrait les qualifier, avec du recul, bien évidemment. C'est un phénomène qui touche tous les pays, et en particulier les pays du Nord, les pays d'Europe, en particulier parce qu'aujourd'hui c'est la tertiarisation qui semble l'emporter, la dématérialisation, tout cela étant d'ailleurs des mots tout à fait creux, parce que la dématérialisation n'existe que parce qu'il y a du matériel pour justement apparaître dématérialisé. C'est pas comme si on était à Poudlard. À Poudlard, je claque des doigts et vous avez devant vous, je dirais, toutes les images que je pense en même temps, etc. C'est la magie. Là, au contraire, on est dans un monde extrêmement matérialiste, extrêmement matérialisé. Il n'y a pas d'Internet s'il n'y a pas les câbles et s'il n'y a pas les data centers, s'il n'y a pas les ordinateurs pour les recevoir. Donc, vous voyez, on est piégé par un langage, on accepte en fait un langage qui n'est en définitive pas le langage de la vérité. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'on nous fait prendre pour des vessies pour des lanternes. Voilà. Alors, on a vu ces révoltes en Europe. Les Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont précédé la France, l'Espagne actuellement, l'Italie. Il y a même une sorte de marche sur Rome des tracteurs. Et attention quand même, les raisons des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes.
D'abord parce que les agricultures des uns et des autres ne sont pas les mêmes. L'agriculture allemande est une agriculture beaucoup plus industrialisée depuis longtemps et d'ailleurs beaucoup plus polluante aussi. Alors, en tout cas, il y a quelques raisons apparentes qui poussent les agriculteurs à la révolte, quand ce n'est pas à la désespérance et au suicide. N'oublions pas qu'il y a quand même 2 suicides par jour en moyenne, selon les estimations, ce qui fait la profession agricole la plus touchée par ce phénomène, la plus suicidaire de France en proportion. Et c'est vraiment une désespérance qui est difficile à combattre, mais il semblerait que justement, depuis ce mouvement de révolte, ce mouvement suicidaire semble être beaucoup plus limité, comme si l'espoir était en train de renaître malgré l'endettement d'un certain nombre de ces agriculteurs. Alors, quelles sont ces raisons? Quelques raisons apparentes. Les normes et les charges. Les charges, beaucoup trop lourdes et pas toujours appropriées au métier même de l'agriculture. Il faut quand même comprendre qu'elles ont, par exemple, bondi de 40% en 2 ans pour la production laitière, sans jamais aucune augmentation de prix sur les laits ou sur la viande bovine. Ce mouvement de fiscalisation, ce n'est pas un mouvement récent. C'est d'ailleurs un mouvement contre lequel les paysans se sont toujours un petit peu révoltés, d'ailleurs, même au temps de la monarchie. Et ce mouvement de fiscalisation qui prend les éleveurs pour, et sans jeu de mots, mais pour de véritables vaches à lait, est à court terme mortel pour nombre d'exploitations. Et je dirais que déjà, l'histoire de France, l'agriculture française, est un immense cimetière d'exploitation et d'exploitants. N'oublions pas en tout cas que cette question fiscale, elle n'est pas anodine, parce que dans l'histoire de France, comme je le disais, elle a souvent été un moteur de révolte assez, alors brève, souvent brève, très violente, etc., mais qui montrait que la fiscalité, c'est quelque chose qui est mal vécu par un monde paysan qui a l'impression de ne pas en toucher les revenus. C'est-à-dire qu'ils fournissent du blé, ils donnent du blé de façon d'ailleurs, je dirais, symbolique à travers l'argent et tout, et ils n'ont pas l'impression de récupérer, en particulier dans le monde des campagnes, les services publics n'ont pas cessé de diminuer au fur et à mesure qu'on le fiscalisait de plus en plus le monde rural et les agriculteurs, même si le monde rural est de moins en moins agricole. Alors, les normes aussi. Les normes de plus en plus contraignantes, sans être toujours ni raisonnées, ni raisonnables, mais parfois purement bureaucratiques et idéologiques. On a pu parler, avec une certaine raison, d'écologie punitive. Alors, je tiens à faire une remarque, c'est que je suis un écologiste intégral. L'écologisme intégral est d'ailleurs né dans les mouvements royalistes maurassiens, à travers Jean-Charles Masson et quelques autres. Et je ne me reconnais pas évidemment dans cette écologie normative, cette écologie légale, cette écologie... et là encore, on voit d'ailleurs à nouveau la dichotomie pays légal, pays réel, écologie légale, écologie réelle, en définitive. Il y a l'écologie véritable, celle des gens qui ont les mains dans la terre parfois et qui savent le prix aussi du temps et qui savent le coût du temps. Et puis il y a cette écologie de quelques bobos qui ont l'impression que manger du quinoa, qui d'ailleurs peut être bon parfois, bien préparé, que manger du quinoa ou avoir quelques plantes vertes sur leur balcon, c'est ça l'écologie. Ou alors rouler en vélo électrique, alors qu'on sait que au niveau de l'impact sur les matières premières et tout, les batteries ne sont pas forcément la meilleure chose. D'ailleurs, ce n'est plus un vélo en tant que tel, c'est ce qu'expliquait un de mes collègues de physique, c'est un vélomoteur. Ah oui, sauf que nous, on était habitués à un vélomoteur thermique, et ce sont des vélomoteurs électriques, alors bien pratiques sans doute quand on a passé un certain âge, mais qui rompent quand même un petit peu avec l'idée que c'était la force de l'homme ou de la femme qui faisait, la force du mollet, qui faisait avancer la bécane. Alors, donc, cette écologie punitive, c'est tout le contraire de l'écologie de responsabilité, de liberté, cette écologie que nous prônons depuis fort longtemps. On peut même parler d'une écologie bureau-technocratique. Alors, certains lecteurs de Pierre Debray reconnaissent ce terme, la bureau-technocratie qu'il a dénoncé dans les années 60, 70, 80, etc. On y est, c'est-à-dire un mélange à la fois de choses très techniques, très scientifiques, etc., et en même temps une bureaucratie normative tout à fait tatillonne, ennuyeuse, injuste, n'hésitons pas à le dire. Le terme de bureau-technocratie qu'a mis en avant Pierre Debray dans les milieux royalistes d'AF et tout, eh bien, il s'applique encore plus aujourd'hui qu'à l'époque où il l'a défini et théorisé. Et ça qui est assez incroyable, c'est quand on plonge dans notre mal, entre guillemets, non pas aux souvenirs, mais aux idées de l'Action française, eh bien, on a une richesse conceptuelle absolument incroyable.
Et ça, c'est aussi un appel à replonger dedans et à ressortir tous ces termes qui existent, hein, qui sont une réalité véritable encore aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces normes, elles bloquent en fait les processus vertueux et elles soulèvent les populations contre ce qui reste une nécessité vitale, c'est-à-dire le souci environnemental. On y reviendra. Trop de normes dites écologistes tuent la nécessaire écologie et dans le même temps les agriculteurs. Alors nous, on ne peut pas nous accuser, nous les royalistes, de ne pas être sensibles à la question écologique, parce qu'un certain nombre d'entre nous, et parce qu'on parlait tout à l'heure du groupe d'action royaliste, mais l'un des fondateurs a été un des membres, un des rédacteurs du Paysan biologiste, et était un de ceux qui en parlait régulièrement dans certaines réunions d'AF, etc. Et quand on lit Jean-Claire Daven, Paul Séry pour ceux qui lisaient l'Action française ou Aspect de la France, eh bien, il dénonçait justement cette technicisation, cet apport d'engrais chimiques, etc. Il dénonçait cette fin, d'une certaine manière, du bio, de l'écologie, je dirais, normale et naturelle, qui est de prendre la nature telle qu'elle est, de la domestiquer, non pas en la violant, mais justement en prenant soin d'elle. Et ça, c'est sans doute une des grandes différences entre l'agriculture techniciste, productiviste, où on viole la nature, on casse les codes, y compris avec l'ADN, les OGM, etc., et l'agriculture, je dirais, responsable, raisonnable, libre, française, quelque part, l'agriculture traditionnelle, qui justement est une question de transmission, où ce qui a été semé peut être ressemé, et non pas simplement appartenir à de grands groupes, comme Bayer, par exemple. Je referme la parenthèse. Alors, ce qui est certain, c'est que ces normes écologistes et cette écologie, je dirais, de métropole, eh bien, a fait que désormais les populations paysannes sont mal vues et on les voit comme des pollueurs, comme des tortionnaires, comme des tueurs. C'est un état d'esprit qui est très lié à la mondialisation et la métropolisation et à cette espèce d'hygiénisation même de l'alimentation. Cette espèce de monde assez triste en définitive, ce monde très hygiéniste que certains développaient déjà dans les années du 19e siècle, etc. Et que les écologistes, quand je dis les écologistes, je parle là du groupe qui s'appelle les écologistes et qui sont aussi écologistes que moi je suis archevêque, hein, c'est-à-dire les anciens verts. Alors, ce qui est certain, c'est que on a d'ailleurs un certain mépris de ce monde des métropoles, de ce monde de ce qu'on appelle les bobos, hein, les bourgeois bohèmes, de ces écologistes de pacotille qui sont plus intéressés à rajouter des E partout plutôt qu'à regarder ce qui pousse et à quel moment ça pousse, eh bien, ils reprennent une forme de mépris social à l'égard du monde paysan. La République n'a jamais été très sympathique à l'égard du monde paysan, et les républicains non plus. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'est le terme cambrousse. Le terme cambrousse est un terme qui apparaît sous la Troisième République, dans les milieux colonialistes de la Troisième République. Cambrousse, c'est une référence en définitive à la brousse africaine, et Ferry considérait, il faut le dire quand même, quand on lit ces textes, le petit paysan breton, etc., comme un arriéré, comme quelqu'un à coloniser, comme on avait colonisé les petits Africains de l'autre côté de la Méditerranée, etc., etc. On va tuer dans l'Afrique noire. C'est un terme, le terme cambrousse, qui n'est pas du tout un terme sympathique à l'origine, et qui est un terme très connoté. Et c'est assez étonnant parce qu'on ne va pas le retrouver sous la plume des royalistes, hein, qui au contraire ont un attachement à la ruralité, etc., depuis longtemps. Il suffit de voir d'ailleurs l'action des royalistes, des grands propriétaires légitimistes, et pas que dans la Mayenne du 19e siècle. C'est eux qui ont fait une modernisation sans tomber dans les excès de la modernisation. C'est un modèle, il y a eu un modèle, on va dire, royaliste français d'agriculture qui a été, je dirais, un certain succès sans tomber dans ce qui est aujourd'hui l'agriculture productiviste et intensive. Un jour, il faudra que quelqu'un écrive une thèse là-dessus. Il y a déjà une thèse qui existe, hein, de Michel Denis, qui est un peu ancienne, mais qui présentait cette chose-là. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette thèse de Michel Denis? Parce que Michel Denis a été un homme de centre-gauche et tout, mais qui avait lu Maurras, c'était un homme d'une très grande culture, et il a été un de mes maîtres en histoire politique, et nous avions des discussions où nous n'arrivions pas aux mêmes conclusions sur l'Action française et sur Maurras, et c'était un grand monsieur qui appartenait à une gauche qui avait encore le souci de la conversation, de la discussion, de la disputation au sens noble du terme, et qui acceptait d'avoir eu tort. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Alors, est-ce que ça veut dire que d'ailleurs,
je me suis un peu écarté de mon sujet, pour parler des normes, et en particulier des normes environnementales. Est-ce que ça veut dire que toute mesure écologique, par exemple celle de réduction de l'emploi des produits phytosanitaires, soit mauvaise? Non. Et je vous le rappelle, les royalistes maurassiens des années 60 et suivantes ont souvent dénoncé l'emploi de produits empoisonnant la terre, les eaux et les airs, et parfois à rebours du courant dominant. On disait avec la PAC, on disait aux paysans, laissez tomber vos chevaux de trait, etc., laissez tomber vos vieilles méthodes, etc., on va vous fournir de quoi nourrir le monde entier. Et c'était ça la PAC en définitive, hein, d'une certaine manière. Ça partait peut-être d'un bon sentiment, il fallait nourrir tout le monde, etc., il fallait, je dirais, que les paysans puissent vivre, mais en même temps, on a fait ça avec des moyens extrêmement polluants, mais c'était le progrès. Qui aurait osé s'opposer au progrès à l'époque? Personne. Et les paysans biologistes, les quelques traditionnalistes qu'il y avait dans les campagnes à côté de Saint-Briac ou autres, par exemple, eh bien, étaient vus comme des arriérés, comme des gens qui n'avaient rien compris. Hein. La modernisation, c'était ce qui allait permettre non seulement de sauver l'agriculture, les agriculteurs, mais de faire un monde nouveau, meilleur. Là encore, il y avait l'idée d'un sens de l'histoire dont nous nous rendons compte aujourd'hui, justement, avec le retour, je dirais, de méthodes peut-être plus anciennes, peut-être moins productives, mais plus respectueuses, et donc plus productives à long terme, même si elles sont moins productives à court terme, on est en train de revenir à une certaine raison et à ce que défendaient ces réactionnaires passéistes, ces opposants au progrès, qu'étaient les royalistes ruraux de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, une autre raison de la colère paysanne, je vais parler des charges, je vais parler des normes. C'est aussi les rapports avec la grande distribution et avec les grands groupes désormais mondialisés de l'agroalimentaire comme Lactalis. Lactalis, c'est une multinationale, plus grand chose à voir avec une coopérative. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Lactalis, c'est ça aussi qui met beaucoup en colère les paysans bretons. Lactalis est toujours en train de jouer du chantage, de la prise, entre guillemets, d'otage, quelque part, que sont les agriculteurs. Par exemple, dès le janvier, en l'absence d'un accord avec les éleveurs, Lactalis a annoncé, c'est le premier groupe laitier mondial. Alors tant mieux que ça influe un groupe français. Le seul problème, c'est que il y a un problème, c'est qu'il existe au niveau mondial en écrasant les agriculteurs français. Pas forcément une très bonne chose. Il faudrait plutôt trouver une conciliation entre les deux. Et Lactalis a annoncé le maintien du prix du lait à 405 € les 1000 litres contre un prix moyen de 440 € l'an dernier. C'est-à-dire qu'il perd 35 € et en même temps, les charges avaient augmenté sur 2 ans de 40%. Vous imaginez bien que les éleveurs ne peuvent pas tenir à ce rythme-là. En revanche, Lactalis continue à faire des marges tout à fait profitables. Et un éleveur disait, c'est une politique industrielle qui suicide nos élevages français. Voilà. Alors, il y a aussi les grandes surfaces, il y a aussi la grande distribution qui ne respectent pas forcément la loi Egalim. Alors, pour le coup, et on pourrait dire que le diable porte pierre, la loi Egalim n'était pas une mauvaise chose. C'est plutôt un truc qui était pas mal et qui permettait justement de payer un meilleur prix et un prix assez juste les agriculteurs. Or, cette loi Egalim, qui avait été mise en place par le gouvernement, eh ben, elle est contournée par les grandes centrales d'achat, ou plutôt par les grands groupes agroalimentaires de la grande distribution. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont créé des centrales d'achat ailleurs, à l'étranger, et ça leur permet d'avoir des prix évidemment cassés par rapport aux prix de production en France. Et donc, évidemment, ça provoque une grande colère. Quand je vois, j'étais tout à l'heure sur une aire d'autoroute, quand on voit que sur une aire d'autoroute, il n'y a rien de français. Tout était made, y compris des produits tout à fait français, tout était fait en Italie et revendiqué comme tel. On peut comprendre qu'il y ait une certaine colère, mais évidemment les prix, sur l'aire d'autoroute, de toute façon les prix étaient de toute façon élevés, mais les prix évidemment profitent à qui? Est-ce que c'est à l'agriculteur? Mais je ne suis même pas sûr que ça profite à l'agriculteur italien d'ailleurs. Hein. Mais où est-ce que c'est à l'intermédiaire et à la grande société? La réponse est vite trouvée. Alors, dans le même temps, on impose donc aux paysans, aux agriculteurs de se conformer à des tas de normes environnementales, de respecter la loi du marché, de ceci, de vendre, si vous ne vendez pas, ben, tant pis, tout va à la benne, etc. Et dans le même temps, la concurrence déloyale, elle fait rage. C'est une concurrence déloyale sur tous les points. Social, environnemental, économique. Social, pourquoi? Parce qu'on sait qu'une partie des productions étrangères, y compris au sein de l'Europe, sont le fait d'une forme, il n'y a pas d'autre terme, d'esclavage d'ouvriers agricoles.
Hein. Un de mes amis est allé faire un petit tour en Indonésie il y a quelques années. Il avait été effaré de la manière dont étaient traités les travailleurs, souvent marocains, mais pas que, il y avait aussi des gens burundais, qui étaient enfermés dans les petites tôles, enfin on serait cru dans le mauvais 19e siècle, etc. Tout ça pour produire des fruits et légumes en toute saison qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Et n'oubliez pas que, alors là pour le coup, Ségolène Royal a eu raison quand elle a étrier le bio espagnol. Il faut savoir qu'il y a des normes européennes qui sont beaucoup moins exigeantes que les normes françaises. On avait une norme française qui était très bien, AB, qui a été sabotée purement et simplement au début des années 2000 par l'Union européenne. Il y a toujours cette idée qu'on fait des normes, mais quand il y a un truc qui marche, qu'il y a un truc qui est vraiment écolo, biologique et tout, l'Union européenne se débrouille pour le contourner ou l'abaisser. C'est quand même pour ça que le bio espagnol, moi quand je vois un bio espagnol ou autre, j'ai quand même un petit peu de doute au regard des règles de ce bio-là. Alors, en tout cas, cette concurrence déloyale, elle se fait au détriment des agriculteurs français. Et on a un certain nombre de traités de libre-échange qui posent problème. Il y a eu le traité avec la Nouvelle-Zélande qui est passé un peu inaperçu à l'automne 2022. Mais qui fait qu'on va avoir du mouton, on va avoir des tas de choses, etc., à moindre frais. Et les kiwis. Bah, le kiwi, on en fait en France. Hein. Le kiwi, moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on avait planté des kiwis à côté de Thoiry, etc. Hein, et au bout d'une année, on avait pour chaque arbre, on avait 5 à 6 kilos, etc. On en produit en France, on peut en produire en France. Et en plus, c'est beaucoup mieux que le kiwi bio venu de Nouvelle-Zélande qui pèse son poids de pétrole. D'après un de mes amis, un de mes collègues de Sciences et Vie de la Terre. Alors, il y a le Mercosur, surtout le traité Mercosur, ça fait des années qu'il est, je dirais, en suspens, et là, il a carrément été suspendu parce que Macron a tapé un peu du poing sur la table. Il faut admettre que, il faut dire aussi qu'il avait quand même un peu les fourches qui menaçaient le postérieur d'un certain nombre de ses ministres, et le négociateur était quand même, si j'ai bien compris, dans l'avion. Il allait signer un Mercosur parce que les Allemands veulent vendre les voitures thermiques qu'ils n'auront plus le droit de produire en France, en Europe à partir de 2035, ils veulent les vendre au Brésil et ailleurs. Et nous, on aurait récupéré donc un certain nombre du poulet, des tas de choses venant du Brésil, etc., qui en plus aggrave la déforestation, mais pas seulement, parce que la déforestation, il y a justement une petite norme, soi-disant pour qu'on ne touche pas trop à la forêt amazonienne, mais ce qu'on n'a pas lu, et le diable se cache dans les détails, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui est la savane sèche qui va être qui est le prochain lieu d'expansion des grands champs de soja, etc., des grands champs de production industrielle brésilienne. Et or, cette savane sèche, eh bien, elle est aussi, il y a beaucoup d'écosystèmes, tout ça va disparaître. Mais là, alors, bizarrement, les écologistes n'en parlent pas. Ils sont contre le Mercosur et tout, par principe. Ils parlent de la forêt amazonienne, mais ils ont oublié tout ce côté-là. Preuve qu'il faut être clair. Ils sont souvent pas très sérieux dans leur étude des dossiers. Je referme la parenthèse. Alors, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ces traités de libre-échange, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ils s'inscrivent dans la logique de la mondialisation libérale, de ce monde unique, ce que Orwell appelait le One World, et ils se succèdent à grande vitesse. Le CETA. Alors, il y en a un qui nous a évité, le traité transatlantique, contre lesquels les royalistes avaient beaucoup lutté à la fin des années 2010, c'est, son nom m'échappe, Donald Trump, voilà, je cherchais le nom, je savais que ça avait un rapport avec Walt Disney, c'était Donald Trump qui, lui, n'est pas un libre-échangiste, je dirais, si marqué que cela, et les écologistes et puis d'autres peuvent lui dire leur dire merci au moins d'avoir retardé ce fameux traité transatlantique qui aurait été là encore désastreux, autant pour l'agriculture que pour l'écologie, hein, parce que les traitements des poulets au chlore, etc., aux États-Unis, c'est pas exactement ce que nous faisons et ce que nous tolérons d'ailleurs pour nos propres productions. Alors, sans oublier aussi, au-delà du libre-échange, la déferlante de produits ukrainiens. Pour soutenir l'Ukraine, eh bien, on a accepté de baisser un certain nombre de taxes et on a accepté des tas de produits ukrainiens, alors qui ne sont pas produits du tout dans la petite ferme ukrainienne. Hein. Ça, c'est pas vrai. Ce sont d'immenses fermes. Et eux, ils font carrément Alors, c'est l'ancienne, n'oublions pas, c'est l'ancienne URSS. Hein. C'est les héritages des anciens kolkhozes et sovkhozes, c'est des trucs immenses en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, la petite exploitation, etc., russe et ukrainienne, elle a très largement disparu depuis très longtemps. Il y avait le lopin de terre, certes,
mais c'était grande. C'est exactement, c'était le parallèle de ce qu'on avait dans les années 60-70, qu'on a eu dans les années 60-70, même avant aux États-Unis, puis ce qui est arrivé en France dans ces années-là. Hein. C'est exactement ça en fait. Hein. C'est intéressant de faire une comparaison de toutes ces agricultures-là et de se rendre compte qu'en définitive, eh bien, l'agriculture française restait plus modeste, plus modérée que les agricultures états-uniennes ou soviétiques. Alors en tout cas, on peut dire que ces produits agricoles ukrainiens à bas coût n'ont pas beaucoup de respect pour les normes européennes, c'est le moins qu'on puisse dire, en particulier sociales ou environnementales, et elles envahissent les marchés européens et elles trouvent preneurs. Elles trouvent preneurs. Je discutais avec un responsable d'un magasin à Versailles, il me disait, mais vous comprenez bien qu'une partie de la viande transformée qu'on a, etc., que notre centrale d'achat nous envoie, etc., elle vient d'Ukraine, pourquoi? Parce que le prix est divisé par 4 ou par 5. Et qu'en définitive, le client, qu'est-ce qu'il demande? Il se moque du prix au producteur, il veut du prix bas. D'ailleurs, quitte à laisser, comme disait un de mes collègues, un quart de ce qu'il achète soit dans son assiette qui va partir à la poubelle, soit dans le fond de son frigo à pourrir. Parce qu'en définitive, un des grands problèmes alimentaires en France, c'est pas, je dirais, c'est pas le fait de la qualité, la quantité ou autre, c'est surtout aussi le fait du gaspillage. Le gaspillage énorme. Avec tout ce qu'on gaspille en France, on aurait de quoi nourrir tous ceux, qui sont nombreux en France, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Alors, en tout cas, donc, ces produits, ils envahissent les marchés européens, ils trouvent preneurs dans les chaînes d'alimentation ou de restauration rapide qui privilégient la quantité, hein, plutôt que la qualité et la santé. N'oublions pas d'ailleurs que l'alimentation est la première cause de bonne ou de mauvaise santé. Or, on a depuis quelques décennies quand même un certain nombre de maladies, y compris le cancer, etc., qui sont issues de ce qu'on pourrait appeler la malbouffe et contre lesquelles, je me souviens, l'Action française de Lyon s'était battue dans la fin des années 80. Je me souviens encore de quelques images parues dans le Feu Follet devant quelques Mac Crado ou Kik Burger, je ne sais quoi, hein, qui avaient été, je dirais, qui avait vu quelques manifestants rappeler que Lyon était la capitale de la gastronomie et non pas de la malbouffe. Alors, il y a aussi ce qui a joué le rôle de détonateur. Ça a été le coût des jachères, 4%. On demande aux gens de produire plus et en même temps, on restreint, je dirais, les espaces de production. Et puis, c'est aussi toutes les autres, entre guillemets, promesses du Green Deal, du contrat vert, qui ont pu jouer donc un rôle de détonateur dans la crise de janvier. Alors, les normes, les charges, les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs français, sans atteindre les produits agricoles importés du monde entier, une nouvelle PAC, politique agricole commune, peu favorable en définitive aux petits et aux moyens agriculteurs, tout ça a abouti, mais depuis longtemps, à un affaiblissement de l'agriculture française. Jadis, on pouvait se vanter d'être un pays exportateur et tout. On est toujours un pays exportateur de produits agricoles, mais on n'est plus capable de nourrir notre propre population de manière variée et diversifiée. En particulier dans les légumineuses, il nous manque beaucoup de choses, etc. C'est quand même le comble. Et on importe beaucoup de viande, on importe beaucoup de choses que nous ne produisons plus, alors que nous étions, je dirais, champions là-dedans. Alors, je vous donne un exemple qui est peu connu, c'est le chanvre. La France a été un grand producteur de chanvre pendant très longtemps. Chanvre, cannabis, etc. Attention, pas pour fumer, hein, celui-là. Le chanvre est quelque chose qui, en écologie et dans le bâtiment, est utilisé justement comme un très bon isolant. C'est quelque chose qui est un moyen de répondre à l'épuisement du sable, puisqu'on a un gros problème, le sable, ça s'épuise, on aura bientôt plus de ciment, plus de quoi faire du ciment, du béton, etc. Le chanvre, c'est quelque chose qui était très développé dans le Berry. Et on avait fait des camps dans le Berry, etc. On était allé voir d'ailleurs, je crois, un petit musée qui en parlait. Et tout ça a été abandonné, disparu. Et aujourd'hui, alors on a remis du chanvre, je crois que c'est en Bourgogne qu'on remet du chanvre, etc. Mais on a perdu une partie du savoir-faire. Et en fait, une grande partie du chanvre que nous trouvons en France, il vient malheureusement d'ailleurs, de Chine. Et c'est comme, je pourrais en parler aussi, de la gemme, hein, c'est-à-dire les pins, etc., des landes, etc., dont on pourrait tirer beaucoup de choses, dont on tire beaucoup de produits, les produits Saint-Marc, etc. C'était fait avec le pain des landes, la sel, etc. Et bien tout ça aujourd'hui n'est plus vraiment exploité. On va le chercher ailleurs.
une petite remarque. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais allé dans les Landes, c'était à l'époque d'Henri Emmanuelli, eh bien, l'un des anciens producteurs, qui était à la retraite depuis longtemps, me disait, mais ceux qui s'intéressent à nos grandes forêts de pins, c'était avant la grande tempête de 2011 qui a un peu cassé beaucoup de choses, de 2011 je crois, ceux qui s'intéressent à notre pain et à ce qu'on pourrait en faire, ce sont les Chinois. C'est-à-dire qu'eux avaient très bien vu l'intérêt qu'il y avait à exploiter des choses, y compris en France. Et bon, alors ça c'est pas totalement fait, mais ça montre bien que nous avons quelques atouts que nous ne sommes même plus capables de voir. Alors, on a un affaiblissement de l'agriculture française, on a un affaiblissement des productions, on a un affaiblissement des producteurs. Et il suffit de regarder les chiffres actuels de l'agriculture et de voir le revenu moyen des agriculteurs, qui d'ailleurs est très différent selon qu'on est producteur ovin, bovin, producteur avicole, etc., ou cultivateur. Les céréaliers et les betteraviers restent en haut de la hiérarchie, tandis que les petits éleveurs et les légumes et tout, ça reste plutôt en bas. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Maurras. Maurras avait, il y a un siècle, résumé en quelques mots les données du problème. C'est dans l'Action française du 29 janvier 1923. Il dit « Si l'intérêt public exige la protection du produit, a fortiori impose-t-il la protection du producteur ». Or, aujourd'hui, il n'y a ni l'une ni l'autre. Et je crois que justement, une politique royale, et déjà le fait d'en parler, de l'évoquer, la politique royale, la politique royaliste, c'est justement de reprendre cette politique d'intérêt public, protection du produit, protection du producteur. Or, aujourd'hui, on voit que ni l'un ni l'autre ne sont assurés par la bureautechnocratie bruxelloise, ni par le système du libre-échange, ni par le système de la grande consommation, ni par la société de consommation. Parce qu'il faut quand même être clair, les consommateurs, il y a plein de gens qui soutiennent les agriculteurs, qui vont applaudir, qui vont aller au salon de l'agriculture la semaine prochaine, et puis la première chose qu'ils font, c'est quand ils vont pousser leur caddie le samedi, c'est de regarder quels sont les prix les plus bas. Et ils ne vont pas se poser de savoir, d'ailleurs, si on faisait un peu plus attention, il y aurait moins de problèmes d'ailleurs de mauvaise santé, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, l'alimentation joue un rôle très important, comme je l'ai dit, aussi dans les problèmes de surpoids. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, le problème n'est plus le problème de la sous-alimentation dans le monde, et en France, c'est le problème de la malnutrition. La malnutrition, c'est pas que le fait de ne pas manger assez, c'est le fait de manger trop gras, trop salé, trop sucré. On peut faire toutes les campagnes de pub qu'on veut. Regardez aujourd'hui le succès des tacos. Alors, le succès de tacos, c'est justement l'inverse de ce que devrait être une gastronomie française, etc. Mais c'est un succès qui s'est préparé. C'est le désir, c'est la tentation permanente. La France a un patrimoine gastronomique extraordinaire, mais elle ne le met plus en avant, si ce n'est pour quelques élites ou à la télévision. Les tacos sont engouffrés dans un vide qu'il y avait. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre à ceux qui y vont. En revanche, je dis il faut trouver très rapidement des alternatives, elles existent. Et puis, c'est comme tout, il faut en user avec modération. Alors, en tout cas, tout cela peut bien expliquer en partie la colère et la révolte paysanne, même si aujourd'hui elle paraît récupérée et trop souvent domestiquée, dans le mauvais sens du terme, par la FNSEA, pourtant attachée à ce qui, en définitive, tue le monde paysan français. D'ailleurs, il y a une colère contre la FNSEA. Ce n'est pas la FNSEA qui a lancé le mouvement. Ce sont les réseaux sociaux, et la FNSEA est obligée de suivre, de prendre le mouvement. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a considéré que le principal interlocuteur, c'était la FNSEA et les jeunes agriculteurs. En plus, quand il y a eu la mort de cette pauvre agricultrice et de sa fille, ça a été un argument de plus pour négocier directement avec les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Donc la coordination rurale, alors la coordination rurale par exemple est boycottée, il faut savoir, par un certain nombre de mouvements de gauche et par les écologistes par exemple. Ils ne veulent pas entendre parler de la coordination rurale. Or ils sont beaucoup plus vertueux, entre guillemets, que la FNSEA. Mais bon. Et idem, la Confédération paysanne, qui, elle, a une autre logique, qui correspond alors aux anciens travailleurs paysans, mais dans lequel on a des gens, y compris des gens proches de l'Action française, qui peuvent se retrouver. En tout cas, je voulais vous faire un détour par l'histoire pour mieux cerner cette révolte actuelle, pour la relier, mais aussi la distinguer de celles qui ont précédé. Pour juste dire que la révolte n'est pas une nouveauté dans le monde paysan, alors j'en ai déjà parlé. Les jacqueries, les révoltes antifiscales, anti-nobiliaires sous l'Ancien Régime, les révoltes contre les droits féodaux, etc. Mais aussi contre la fin progressive des terres communales. Et en fait, la Révolution française n'a pas été une chance pour les paysans français. Elle a même été une catastrophe, sauf qu'ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on détruisait les droits féodaux. Donc ils avaient désormais le droit de classe. Bon, résultat des courses, au bout de 10 ans, il n'y a plus de gibier dans les forêts françaises. Bon.
et tous se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. On a détruit beaucoup, on a déforesté beaucoup, on a détruit des forêts, etc. Et puis surtout, les grands biens nationaux, les biens du clergé, ce sont les plus aisés des paysans qui ont pu les récupérer. Et principalement des gens venant de la ville d'ailleurs, et imposer leur propre mode de recrutement, où on mettait à l'écart les gens du coin. En fait, la Révolution française a préparé aussi le malheur de la paysannerie française. On ne s'en est pas rendu compte à ce moment-là parce que la petite et moyenne paysannerie française a supporté le choc. Alors, plus ou moins bien, hein. Dans l'ouest de la France, ça a été une révolte. Parce que la révolte, elle est liée aussi à la question religieuse, mais pas seulement. Elle est aussi liée à la question de la terre, des communs. Les communs disparaissent et sont récupérés par les grands bourgeois qui font ce qu'avaient fait les Anglais, la clôture. Pas le temps d'aller trop loin là-dedans, mais simplement pour vous montrer que la Révolution française n'a pas été une chance pour le monde paysan, même si elle n'a pas voulu forcément, je dirais, rompre avec certains de ces éléments. Pourquoi? Parce qu'il y avait la question des droits féodaux qui l'avait beaucoup embarrassé au moment sous l'Ancien Régime. Alors, au 19e, au 20e siècle, on a eu beaucoup de révoltes antifiscales, en même temps qu'on avait une intégration progressive au marché. Révolte en 1907, les révoltes, par exemple, de Dorgère aussi, hein, d'Henri d'Alluin, qui était proche de l'Action française, ce qu'on appelait les chemises vertes. Alors, on a fantasmé beaucoup sur les chemises vertes, etc. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec d'autres chemises, d'autres couleurs du côté de l'Italie. Mais enfin bon. Et puis, il y a eu la Ve République et la volonté de De Gaulle était de produire beaucoup et d'en finir avec une certaine petite paysannerie. Il était dans cette idée qu'il fallait une grande modernisation, etc. Non pas qu'il n'aimait pas le monde paysan, mais il n'a pas compris qu'il y avait une part de l'esprit de la paysannerie il avait compris que c'était une part de l'identité de la France, mais il n'a pas compris qu'en tuant les plus petits, en définitive, on cassait un peu les radicelles. Certes, on gardait les racines, mais on cassait un certain nombre une partie de la diversité française et paysanne. Et très rapidement, d'ailleurs, c'est sous De Gaulle qu'on aura la fameuse thèse La fin des paysans d'Henri Mondras, parce que le monde paysan devient un monde d'agriculteurs. Le monde paysan, c'était une civilisation en soi. Le monde agriculteur, c'est surtout le producteur. Hein, c'est celui qui va produire avec plus ou moins de respect, etc. Attention, un paysan agriculteur, je ne fais pas d'opposition entre les uns et les autres. Je dis simplement que c'est un peu différent au niveau je dirais de l'appréhension des choses. Et puis, il y a eu des résistances traditionnalistes aussi hein, à cette modernisation à marche forcée, et j'en ai déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres raisons. D'autres raisons peu évoquées, moins consensuelles, moins revendiquées, ou parfois maladroitement avancées. Par exemple, des causes qui sont plus profondes d'ailleurs, et donc plus indistinctes. Le problème de la profondeur, c'est qu'on ne voit pas forcément les choses, mais ou qu'on fait en sorte de ne pas les voir. Le journal La Croix était assez, je dirais, honnête là-dessus. La Croix a fait un titre que, quand je l'ai vu, ça m'a surpris quand même, parce que La Croix est quand même très européiste, Agriculteurs, une colère contre l'Europe. Avec des articles qui étaient tout à fait intéressants et qui montraient bien que désormais, ce n'était pas une simple révolte contre une question fiscale, contre les normes, contre les échanges, que ça fixait maintenant, cette révolte se fixait contre l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne, hein, parce que l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe, hein, ne l'oublions pas. Hein, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni sont, entre guillemets, européens, sans être pourtant dans l'Union européenne. Je rappelle toujours ce point de l'Union européenne, c'est d'ailleurs, alors le problème de l'Union européenne, c'est d'ailleurs qu'elle a été pensée comme un grand marché. Elle a été pensée comme un grand marché. D'ailleurs, le premier terme, c'est marché commun, communauté économique européenne. Elle n'a pas été pensée comme autre chose. C'est pour ça que quand je parle, et quand vous entendez par exemple l'Union européenne, puissance, première puissance commerciale, deuxième, on ne sait plus trop, etc., ce n'est pas vrai. C'est une zone de puissance au pluriel. Elle n'existe pas, elle n'est pas considérée comme telle au sens unique, même si elle correspond, elle constitue un véritable carcan. Le sous-titre de La Croix du 29 janvier est tout aussi intéressant ou révélateur. Au cœur du malaise, une politique européenne considérée comme injuste. Eh bien, je vais vous dire une chose, on peut enlever considérer comme. C'est une politique européenne injuste. Injuste parce que privilégiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres pays pour des raisons géopolitiques au détriment des agriculteurs français. On a parlé de l'Ukraine, mais il n'y a pas qu'elle. Injuste parce que favorisant les grandes surfaces aux petites et moyennes exploitations. Vous touchez plus d'argent, plus vous avez d'hectares. Si bien que l'actuel patron de la FNSEA
eh bien, il a un revenu, je crois, de 170 000 euros par an sur ses terres, etc., parce qu'il a, je crois, 700 hectares. Tandis que la moyenne, je crois, alors là je m'avance peut-être un peu, il faudrait que je revoie mes chiffres, c'est aux alentours de 60-70 hectares par agriculteur. Voilà. Donc, on a aussi une crise de la filière bio. La filière bio, aujourd'hui, elle a perdu l'année dernière 1000 producteurs bio. Pourquoi? Parce qu'on a mis encore des normes et des normes et des normes qui ont fait que les plus courageux et puis ceux qu'on a aidés à un moment, eh bien, ils se sont découragés. D'abord parce que l'argent n'arrivait pas. Que c'est beau de faire des promesses. On fait des promesses. Mais l'État peut faire des promesses. Les institutions peuvent faire des promesses. Mais si elles payent avec 5, 6, 1 an de retard, comment allez-vous faire pour payer les nouvelles semences? Comment allez-vous faire pour, je dirais, écouler, en particulier pour la viande? Le blé, les céréales, vous pouvez les mettre en silo. Ça peut rester des années et des années. La viande, c'est pas possible. Et donc, évidemment, cette PAC a favorisé beaucoup plus les cultivateurs que les éleveurs, et ça explique aussi que ce sont les éleveurs qui sont principalement en pointe sur cette révolte. Et alors, la crise de la filière bio, ben pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas bio. Ils n'achètent pas bio, ça a été une mode. On voit bien qu'ils sont en train d'enlever tous les rayons bio, maintenant, de la grande distribution. Et à un moment, il s'agissait de faire du bio industriel, qui, à mon avis, rompait un peu avec l'esprit du bio. Je me rappelle d'un article de Vittori, j'en avais parlé à l'époque sur mon blog, qui expliquait le temps du petit producteur bio, etc., de ces petites fermes, c'est fini. Il faut des grandes fermes biologiques, etc. C'est-à-dire refaire les mêmes conneries qu'on a fait avec l'agriculture française conventionnelle, ou pas conventionnelle d'ailleurs, la refaire avec l'agriculture bio. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bio aussi a perdu la confiance d'un certain nombre de consommateurs. Ce n'est pas une question du prix, hein, je vais vous dire une chose. Hein. Si vous allez au marché de Rennes, vous allez voir les petits producteurs bio, des produits, ils sont moins chers que ce que vous allez trouver en grande surface, que ce soit bio ou pas. Donc, ça peut être rentable, ça peut être concurrentiel. Le seul problème, c'est qu'évidemment, le système tel qu'il est fait aujourd'hui ne le rend pas concurrentiel. Et l'élimine. Et le brave bobo qui jadis nous disait bio, maintenant, hein, il va prendre dans les bas des rayons hein, pour continuer à consommer toujours autant. Alors c'est là le problème. Et vous savez très bien que si même quand on donne un peu plus, eh bien il y a un effet de compensation. C'est-à-dire que les gens ne vont pas acheter le meilleur, ils vont acheter plus. Ils ne vont pas acheter la qualité, ils vont acheter la quantité. Il y a une espèce de... C'est un phénomène, comment faire pour le contredire d'ailleurs? Comment faire? Pourquoi est-ce que le plus est toujours favorisé par rapport au meilleur? Mon interrogation. Sauf évidemment dans les milieux éclairés, etc., ou des milieux qui ont une certaine conscience civique de l'écologie et de l'agriculture. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'Europe n'a su ni protéger, ni anticiper. Productiviste à outrance dans les années 60, sans penser aux conséquences d'une telle stratégie, hein, les histoires de pesticides, les produits chimiques, ce qui a entraîné un déclin des espèces considérable, disparition des insectes, disparition des batraciens, disparition... Je vous donne un exemple. Lors d'un camp d'action française, le camp d'action française se faisait à Galgon, c'était à côté de Libourne. Et le propriétaire qui nous avait reçus nous avait expliqué ceci, c'est que quelques années auparavant, ils avaient utilisé, pour en finir avec les moustiques, qui était une véritable infection, ils avaient utilisé du DDT ou quelque chose comme ça. Résultat des courses, plus de moustiques. Plus de moustiques. Bon. Et ça dure 2-3 ans. Mais seulement plus de moustiques, ça veut dire plus d'oiseaux. Ça veut dire plus de batraciens. Ça veut dire un empoisonnement aussi d'un certain nombre de terres, d'eau, etc., etc. Les oiseaux, les batraciens, leur population s'est effondrée à ce moment-là. On tapait le moustique, mais c'est l'oiseau et le batracien qui tombent. Seulement le moustique, 3 ans après, il est revenu. Et il a fallu remettre des doses encore plus fortes de produits, alors le DDT avait été interdit entre-temps, etc. Et c'était sans fin. Et donc en définitive, ça nous rappelle cette formule qu'on employait souvent d'ailleurs dans les scènes d'action française, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. En voulant la forcer à tout prix, eh bien, on brise les équilibres qui sont parfois plus fragiles qu'on le pense. Voilà. Et ça, quand on le disait déjà dans les camps de 80, on le disait sans doute dans les camps de 70, 60, ben, les gens à l'extérieur vous disaient oh, alors, vous êtes des vieux, vous n'avez pas compris et tout. Hein, il y a le fameux, je cite souvent cet article de l'AF France, le bulletin de l'AF France du début 71, qui évoque tous ces problèmes-là. Et eh bien, on pourrait croire que c'est quelque chose qui a été écrit aujourd'hui. Ben non, ça a été écrit en 71 par un type de l'Action française qui est resté anonyme, il n'y a pas de signature, etc. Et pourtant, il dit tout ce que nous vivons et tout ce que je redis d'une certaine manière, avec 50 ans de retard. C'est parfois désespérant.
Hein. Notre force, c'est d'avoir raison, et parfois notre désespoir, c'est de comprendre et de voir que les autres ne veulent pas se résoudre à cette raison avant que d'être dans la catastrophe. Alors que nous sommes des Cassandres, sans doute. Parce que, mais vous savez bien, la malédiction de Cassandre, et Bainville l'a très intimement mal vécu d'ailleurs, hein, c'est de ne pas être cru. Et pourtant, elle a raison à la fin. Alors il nous faut continuer à être des Cassandres, mais pas seulement. Parce que si on n'est que des Cassandres, on ne construit plus rien. Mais il faut au moins savoir prévoir et le jour venu, prévenir en faisant. Alors, en tout cas, on a une Europe écolo-normativiste, comme je l'ai dit, par démagogie, sans avoir la moindre stratégie à long terme et sans avoir réfléchi aux effets de cette politique, en ne raisonnant que suivant l'idéologie plutôt qu'en partant des réalités. Ce n'est pas à des Maurassiens que je vais apprendre que les réalités comptent plus que la théorie. On part de ce qui est pour comprendre. Mais on ne crée pas. La théorie ne suffit pas. Ce n'est pas la théorie qui va faire pousser le blé. Le blé, il va pousser parce qu'on va suivre un travail, on va planter un certain nombre, etc. Et après, on peut théoriser sur le fait, ah ben tiens, si on le mettait à un autre moment, un petit peu avant ou un petit peu après, peut-être qu'on aurait un peu plus ou un peu moins, mais vous n'allez pas planter, je dirais, des tomates en mois de janvier. Ça serait ridicule. Bon. Eh bien, l'Europe, elle n'hésite pas. L'Europe, c'est l'Europe déconnectée, c'est surtout l'Europe déracinée. Excusez-moi, quelle heure-est-il ? 1h47. 20h40. Donc, il me reste encore un peu de temps. Bon, je vais essayer de... C'est l'Europe déconnectée, on comprend le montage. L'Europe déconnectée, c'est surtout l'Europe déracinée. C'est l'Europe déracinée, c'est le terme fort, me semble tout à fait juste, l'absence de racines. Mais c'est normal. La mondialisation, c'est quoi? C'est le néonomadisme, c'est le fait, c'est la victoire. Alors, c'est ce que je dis à mes élèves, même si malheureusement ça leur dit plus grand-chose, c'est la victoire d'Abel par rapport à Caïn. On a dit souvent que Caïn c'était l'enracinement, etc. C'est le sédentaire, on dit que c'est le créateur de la première ville, et puis Abel c'était celui qui se promenait, etc. Alors, sans tomber d'ailleurs dans le jugement de l'un ou de l'autre, etc., ce qui est certain, c'est que le néonomadisme est quelque chose qui avait été théorisé, qui avait été déjà évoqué il y a une trentaine d'années par quelqu'un qu'on a un peu oublié, c'est Michel Rocard. Et Michel Rocard trouvait que c'était très bien. Et il allait dans le sens d'un Bernard-Henri Lévy, qui considérait que l'enracinement, mon Dieu, quelle horreur. Il a fait tout un bouquin qui s'appelle L'idéologie française, où il montre que tous les gens enracinés, Maurras, Bernanos et tout, c'est des méchants parce que justement, il faut avoir des semelles devant. Le problème, c'est que Bernard-Henri Lévy est en train de revenir un peu là-dessus, parce qu'il est en train de redécouvrir, comme Béni Lévy et quelques autres avant lui, je dirais une dimension assez religieuse. Quand on lit ces derniers textes à Bernard-Henri Lévy, oui, je l'ai dit, ça m'arrive, eh bien, on se rend compte qu'il y a un retour aux racines du ciel, quelque part. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que lui qui a été justement vraiment l'anti-AF, l'anti-Maurras par excellence, eh bien, je ne dirais pas qu'il va sûrement pas aller jusqu'à Maurras, mais enfin maintenant qu'il est en train de redécouvrir Bernanos, qui sait ce qui est possible ou pas. Je pourrais en citer quelques-uns. On vient d'élire à l'Académie française quelqu'un qui est passé de Mao, peut-être pas à Maurras, mais qui a lu Maurras et qui considère que c'est quelqu'un qu'il faut lire absolument, c'est Jean Bel. Donc voilà, voilà, c'est des petits signes, mais Léon Daudet parlerait d'intersignes. Peut-être qu'on peut voir quelques éléments d'espérance. Alors, il est en tout cas d'autant plus regrettable que cette Europe déconnectée, déracinée, impose à la France et à son monde paysan les règles d'une globalisation qui en définitive s'avère mortifère pour tous, malgré les bonnes intentions de quelques-uns. Il y en a même à Bruxelles. Cela nous rappelle que si l'enfer est pavé de bonnes intentions, eh bien, ça reste l'enfer. Alors, il y a une autre lecture, au-delà de la critique de l'Union européenne, au-delà des critiques que j'ai faites sur le normativisme, sur la bureaucratie. Il y a une autre lecture que l'on peut faire de cette révolte paysanne ou agricole française, colère et révolte qui couvent encore et pourrait bien ressurgir dans quelques jours avec des conséquences peut-être plus rudes pour le pays légal s'il ne s'avise pas d'y répondre rapidement et plus efficacement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui même, Gabriel Attal n'est pas un imbécile. Il a compris. Aujourd'hui, il était où? Il était dans une ferme. Et il va faire ça. Il va essayer la grande peur, c'est ce qui risque de se passer, évidemment, au sein de l'agriculture. Et donc, il essaye, alors faisons-lui crédit, après tout.
faisons-lui crédit d'essayer quelque chose. Le seul problème, c'est qu'il va être vite rattrapé par la patrouille. Pourquoi? Parce que les règles européennes, on peut dire ci ou cela pour la France. Seulement, au bout d'un moment, c'est le droit européen qui l'emportera. Et on risque d'avoir, après les élections européennes, des gens qui disent « Ah, mais là, vous avez dit ça ou ça pour les agriculteurs. Ah, mais c'est pas possible, parce que ça va en contradiction avec le droit européen. » Et on risque d'avoir ce problème-là, et qui a été signalé d'ailleurs par un de mes collègues, etc. Il m'a dit « Mais tout ça, c'est du vent, parce qu'en définitive, ils ne sont plus maîtres du jeu. L'agriculture nous échappe aussi. Si bien qu'en fait, c'est à Bruxelles que les choses se passent. Le seul problème, c'est que Bruxelles, c'est une citadelle. C'est la métropole citadelle par excellence. C'est vraiment le symbole de l'Europe citadelle, dans le mauvais sens du terme, de l'Europe carcan et de l'Europe citadelle. Bon, on en reparlera sans doute. Alors, en tout cas, il y a une lecture et qu'il faudra faire, il faudra que la réponse soit rapide. Hier, dans l'opinion, le journal L'Opinion s'inquiétait du dangereux poison de la déception chez les agriculteurs. Hier. Et parce que la question agricole, quand je regarde un petit peu ces jours derniers, le Figaro, il a consacré, je crois que c'était hier, il a consacré 3 ou 4 grandes pages. On voit bien que les braises sont chaudes, hein, et qu'ils ont tous peur que ça explose et que ça aille beaucoup plus loin. Pour l'instant, c'est resté encore très calme. Donc, l'opinion, qui est assez libérale, pro-européen, s'inquiète évidemment de cette résurgence. Alors, il y a la lecture plus profonde, c'est celle que font 2 personnages, mais je me suis intéressé surtout à l'un, c'est Robert Rellecker et Pierre Vermeuren. Pierre Vermeuren, c'est un des meilleurs observateurs aujourd'hui de ce qui se passe en France. Pierre Vermeuren, c'est un spécialiste au départ du monde maghrébin et des révoltes dans les pays arabes, et c'est un professeur de la Sorbonne. Et Pierre Vermeuren a fait un livre sur les Gilets jaunes qui s'appelle « La France qui déclasse », et les articles qu'il fait sont d'une précision et d'une clarté incroyable. Il y a dans le Figaro, je me suis appuyé sur ces 2 articles, l'article de Vermeuren et l'article de Rellecker, parce que son analyse justement de la question agricole, eh bien, elle est tout à fait importante. C'est l'article de Pierre Vermeuren, Révolte des agriculteurs, nous sommes face à un choix de société et de civilisation. De société et de civilisation. Et il dit beaucoup de choses, je vais y revenir. Et puis, donc, l'article de Rellecker, je vais y revenir. Pourquoi est-ce que ces articles sont importants? D'abord, 2 articles différents, mais similaires et complémentaires tout à la fois, parce qu'ils évoquent plus qu'une crise ou une révolte sociale, ils évoquent une crise de civilisation. Vermeuren, par exemple, il dit « nous sommes face à un choix de société et de civilisation », et il cible aussi les élites, entre guillemets, l'espace de pays légal. Par exemple, il dit dans un mode hostile, il faudra bien choisir entre protectionnisme et libre-échange pour les biens relevant de notre souveraineté. En parallèle, faut-il confier l'écologie, version punitive utopique, aux techno-métropolitains ou bien aux artisans immémoriaux des campagnes, les agriculteurs et les sylviculteurs? Ils ont certes fait des bêtises, mais elles leur furent souvent imposées. La PAC les a conduits au surendettement, à la destruction de l'économie paysanne, à l'élevage productiviste et à l'enfermement des animaux. Faut-il encore aggraver les choses ou réfléchir? Peut-être faut-il considérer que ces gens qu'on voit à la télévision depuis 10 jours, par des paysans, qui parlent très bien, qui sont organisés et pacifiques pour l'instant, peuvent être les acteurs de leur destin, de leur économie, de la sauvegarde des paysages, de la protection et de l'entretien de la nature et des animaux. Cela impliquerait de transformer ces nouveaux suspects en acteurs déterminants de la politique de l'avenir et de l'environnement, en défenseurs de nos modes de vie et de consommation, mais aussi de notre sécurité alimentaire et la suite est tout à fait, et d'un style de vie qui nous a si longtemps rendus enviables. Et à plusieurs moments, il s'en prend aussi donc à ce pays légal progressiste qui a oublié justement les réalités, sans doute d'ailleurs par démagogie et par le fait que le paysan, c'était le plouc, c'était l'homme enraciné, etc. C'était celui qui, en plus, regardait vers le ciel, etc. Et donc, c'était l'anti-métropolitain. Quand je dis, attention, l'anti-métropolitain, je parle des grandes métropoles, je parle du mouvement de la métropolisation. Et alors, cet article, il est complété d'une certaine manière par l'article de Robert Rellecker. Robert Rellecker, la révolte des agriculteurs et le véritable soulèvement du peuple de la terre.
Et il explique d'ailleurs pourquoi il dit peuple de la terre et pas la terre. Quand les écologistes, les pseudo-écologistes par les soulèvements de la terre, oublient justement, nient, effacent les paysans, les vrais paysans, hein, au nom justement d'une terre un peu mythifiée. Et ce sont les mêmes qui disent on ne va pas manger de viande, on va manger des lardons de je ne sais pas quoi, etc. On va manger vegan et tout. Pourquoi pas? Moi j'ai des amis véganes, mais qui ne vont pas empêcher les autres de manger du beefsteak, etc. Et j'ai des amis véganes qui sont assez logiques parce qu'ils considèrent que la viande artificielle qu'on est en train de créer, etc., et qu'on voudrait nous imposer et tout, c'est encore plus détestable que la viande réelle, qu'ils ne mangent pas. Donc voilà, mais là encore, certains sont complètement, quand je lis certains, je me suis un peu inquiet sur certains véganes, ont un peu, il n'y a qu'à voir riposte alimentaire, ils ont un peu fondu les plombs, ce sont des gens complètement déracinés, qui n'ont pas de référence, alors ils se raccrochent à une révolte, à un peu de soupe qu'on balance sur une œuvre d'art, pas n'importe laquelle, hein, c'est pas sur une œuvre contemporaine, hein, c'est sur une œuvre ancienne, d'ailleurs souvent avec une référence à la campagne, une référence à un monde ancien. Pas tout à fait un hasard non plus, hein, toujours assez. Il faudra qu'un jour un philosophe se penche un peu là-dessus de manière plus complète. Alors, Rennecker parle d'une crise de civilisation et de transmission, comme Vermeuren en parle aussi. Crise de civilisation et de transmission. Hein. Le point commun, et il explique quelque chose, le point commun de l'école et de l'agriculture est la plongée dans le passé. Les deux, l'école et l'agriculture, ramènent comme à travers des racines, forant l'humus des siècles, le passé et ses valeurs dans le présent. Elles nourrissent le présent du sucre qu'elles puisent dans le passé. Sans doute faut-il voir dans cette fidélité au passé la raison poussant une modernité qui se veut déracinée et inhéritière, j'aime beaucoup le terme, à réduire l'une et l'autre, l'école et l'agriculture, au statut de fantôme. Il fait une attaque contre la modernité, absolument extraordinaire. On a l'impression de lire Timon. On a l'impression de lire Bernanos, on a l'impression de lire Maurras. C'est assez impressionnant de voir ce philosophe, Robert Rennecker, qui est un homme libre, hein, de le voir autant faire résonner chez nous quelques cordes que nous connaissons bien, quelque part. Hein. Et il parle du peuple historique dont les agriculteurs forment la quintessence, le peuple agriculteur. Et il parle de ce peuple de la terre. C'est ça, c'est ce peuple paysan, ce peuple de la terre qui aujourd'hui est méprisé, comme il explique, par les bobos, qui les traitent de beaufs, etc. Il dit... voilà. Alors, en ces deux articles, et je vais terminer un peu rapidement, en ces deux articles que je viens de citer et commenter, les royalistes que nous sommes entendent donc résonner des phrases, des formules, des mots qui leur sont familiers. Crise de civilisation, des civilisations, transmission, terre, peuple de la terre, etc. Cela explique sans doute pourquoi ils se retrouvent, je parle des royalistes, spontanément, mais aussi intellectuellement, spirituellement, nationalement, du côté de ces agriculteurs, cultivateurs comme éleveurs, qui incarnent un aspect du pays réel français, ce que Maurras évoquait souvent d'ailleurs, plongeant dans les racines de l'histoire de France. Sully, c'était le ministre de la Reconstruction agricole. N'oubliez pas comment la France était ruinée. On pourrait y voir une certaine similitude. Beaucoup de gens disent nous sommes en 1788. Je dis non, nous sommes en 1588, avant Henri IV. On est encore dans ces guerres de religion, guerres partisanes, etc. Et là, et Sully, le ministre d'Henri IV, le ministre de la Reconstruction agricole et rurale, eh bien, c'est lui qui s'exclame « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, voici les vraies mines d'or du Pérou. Notre pétrole vert », avait résumé un certain président, que nous n'aimons pas forcément, en tout cas doté d'un bon nom d'emprunt, comme disait le général, eh bien, notre pétrole vert, c'est labourage, pâturage, c'est l'agriculture. L'agriculture française a des atouts extraordinaires. Elle peut redevenir un des moteurs de la prospérité française. Encore faut-il croire et investir en elle, ce que la République semble avoir du mal à concrétiser efficacement. Alors, j'aurais voulu faire toute une partie ensuite sur les propositions que les royalistes font. La lutte contre les traités de libre-échange qui n'ont pas de raison d'être. La protection des productions et des producteurs, la fameuse phrase de Maurras que j'évoquais un peu avant, en France, et le fait de privilégier une agriculture propre, soucieuse des paysans, des paysages, des consommateurs, de la qualité. En fait, des traditions très corporatives. Dans les corporations, ce qui comptait, ce n'était pas la quantité, c'était la qualité de ce qu'on donnait, de ce qu'on faisait. Et bien revenir à cette tradition-là. Et on a tous les atouts pour ça. On a une France extraordinaire, on a
c'est 551 000 km² en métropole, mais il y a aussi la Réunion et nos autres territoires d'outre-mer qui ont aussi quelques richesses agricoles et puis bon, même au niveau de la pêche, etc. Eh bien, il faut les valoriser. Et la France, c'est une véritable marqueterie. On n'arrête pas de nous parler de la diversité. Il faut la diversité et tout. Mais la diversité, elle est là. Elle est enracinée. Pourquoi veut-on nier cette diversité en disant, bah oui, mais il y a du gluten, il y a ceci, ça. Prenons les choses telles qu'elles sont, valorisons ce qui est le trésor français et qui pousse chez nous et que nous pouvons encore pousser, même s'il faut admettre qu'on a détruit beaucoup d'espèces agricoles. N'oubliez pas qu'on a les espèces de vaches, par exemple, on a aujourd'hui la domination de la Holstein, ce que disait un agriculteur, c'est une pisseuse de lait, etc. On a détruit beaucoup de races de vaches, et beaucoup ont disparu. Et pourtant, on sait qu'elles étaient adaptées à un milieu. Alors on en voit renaître. On voit renaître, par exemple, le cheval de trait, dans certains endroits. Moins coûteux d'ailleurs qu'un tracteur, plus efficace. Et en plus, l'hiver, quand il ne sert pas, eh ben, il sert pour les gamins, pour les sortir, etc., pour faire la fête au village. Et on se rend compte que ça peut avoir des tas d'intérêts parce que, au-delà, la civilisation, il y a aussi, au-delà des problèmes agricoles, il y a aussi cette question de la civilisation. Et il faudra bien penser un jour le redéploiement rural. Ça, c'est une idée que j'ai beaucoup développée à une certaine époque, ce redéploiement rural. Et j'avais un livre, je l'ai oublié dans ma voiture, qui expliquait comment, en fait, revitaliser les campagnes. Aujourd'hui, les campagnes sont en train de mourir parce qu'on les a déracinées. On a rasé les haies, on a comblé les fossés, on a rasé les talus, etc. Et bien, justement, on est en train de revenir là-dessus. On se rend compte que ce qui était le remembrement n'était rien d'autre, justement, que cette tabula rasa de la République parce qu'elle voulait produire plus, etc. Et bien à nous de reconstruire des haies, des talus, des fossés, à nous de réenraciner cette France dont le peuple de la terre se soulève aujourd'hui et qui attend sans doute, je dirais, des signaux forts de la part d'une population qui n'est plus forcément paysanne, mais qui est prête à la soutenir parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes tous fils, petits-fils d'Henri IV, fils, petits-fils de Sully, fils, petits-fils arrière-petit-fils de paysans. Merci de m'avoir écouté.